Merci beaucoup Fabrice, bonjour à tous et bienvenue et merci d'être encore là. Pour écouter ça, on va essayer de parler un peu d'antibiotiques. Donc moi, je dois démarrer par le premier jour d'antibiotiques et savoir ce qu'il faut faire au départ. Et puis je laisserai la suite pour mes collègues pour savoir comment on fait pour traiter les antibiotiques en fin de traitement. La situation de base, c'est une des situations possibles, mais qui est vraiment de plus en plus fréquente à l'heure actuelle. C'est l'homme qui a des antécédents, là ici un cancer ORL de diagnostic récent, qui vient d'avoir une chimio néoadjuvante, mais qui est non aplasiante, et qui arrive avec une détresse, une défaillance multiviscérale, avec beaucoup de chocs, 2200 blancs, une créate élevée, une aspiration trachéale qui retrouve un aspect purulent, des polynucléaires, des coccygrammes plus. Et bon, bah voilà, vous avez tout ce qu'il faut là-dessus. Vous avez une pathologie compliquée avec une immunodépression induite, peut-être une pathologie associée aux soins. C'est le premier doute qu'on doit avoir. Qu'est-ce que je vais mettre comme antibiotique à ces malades-là pour être sûr de traiter peut-être une pneumonie à pneumocoque, qui peut largement ressembler à ça, mais peut-être aussi une pathologie associée aux soins. Faut pas non plus se tromper. Donc il va falloir que je choisisse mon antibiotique, que je choisisse son spectre. Que je réfléchisse à ça. Si je mets une mono ou une bithérapie d'emblée, je voudrais quand même être bactéricide rapidement, ou en tout cas tuer les germes qui sont responsables de cette symptomatologie vite, diffuser dans le tissu infecté, avoir des concentrations suffisantes pour atteindre le site infecté et le traiter correctement, et puis quand même éviter d'être toxique avec les médicaments que j'utilise. C'est ça les maîtres mots du traitement antibiotique, et optimiser le traitement, c'est pas très compliqué, faut être efficace. Il faut être safe et puis avoir un coût, mais surtout un coût écologique. Je parlerai pas tellement de coût de traitement, mais un coût écologique acceptable. Préserver les autres malades. Qu'est-ce que nous dit la Surviving Sepsis Campaign? Elle nous dit que chez les malades les plus graves, il faut traiter très tôt. Donc voilà, le premier mot très simple, c'est traiter. Alors là, within the first hour. Donc vraiment la première heure. Après un choc septique. Plus le malade est grave, et plus on a envie de traiter tôt. Bon, la gradation est difficile, puisque les études randomisées n'existent pas vraiment là-dessus, mais il y a un certain nombre de données pour dire ça. Il faut atteindre les pathogènes qui sont responsables de l'infection, donc être actif sur les pathogènes, pénétrer dans le tissu, et avoir des concentrations adéquates dans le tissu qu'on vise, et qui est la source présumée. Probablement, plus le malade a plutôt un sepsis sévère qu'un choc septique, et plus ce délai est peut-être un tout petit peu rallongé et vous allez voir que les données ne sont pas formidables. Et finalement, on a une gradation entre un traitement dramatique qui est inadéquat, c'est-à-dire qu'on n'est pas actif sur les germes, mais en plus qui n'est pas actif en termes de PK, de pharmacodynamie des antibiotiques, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas avec la bonne dose. Vous avez très souvent ce traitement qui est adéquat, ouf, on est content, on a un antibiogramme qui est correct. Et puis finalement, en PK, on n'est pas formidable. Et vous allez voir qu'en pharmacodynamie des antibiotiques, en particulier le premier jour, on a des gros soucis. Et puis, ce qu'il faut, c'est le vert, c'est-à-dire avoir à la fois un antibiotique qui est bien délivré, qui est délivré à la bonne dose, qui est actif sur les bactéries responsables. Et là, on est plutôt content et on a probablement une relation assez directe entre le taux de mortalité et la façon dont on fait tout ça. Le problème pour nous, c'est cet index thérapeutique. C'est la façon dont on va pouvoir arriver à ce diagnostic final. Et très clairement, il y a deux soucis. Il y a l'appropriation de l'antibiothérapie et la résistance bactérienne. On démontre dans ce papier, avec une méthodologie, peu importe, une méthodologie multicentrique et un modèle multivarié, on démontre que finalement, c'est pas la résistance bactérienne par elle-même qui tue les malades, parce qu'un germe résistant, il n'est pas tellement plus virulent que les autres, mais c'est l'inappropriation. Et donc, en analyse univariée sur tous les types de sepsis sévères, vous avez à la fois un impact négatif de la résistance bactérienne et de l'inappropriation de l'antibiothérapie, mais quand vous faites un modèle multivarié, ça n'est que l'inappropriation de l'antibiothérapie qui tue les malades. Le problème, c'est que la résistance bactérienne est associée avec plus d'antibiothérapie inappropriée. Et c'est donc notre problème, c'est quand on va décider que le malade de tout à l'heure, il avait le pneumocoque et que j'ai besoin que de l'amoxicilline à bonne dose, ou bien que je dois lui mettre un traitement plus large avec les risques éventuels de pression de sélection ou de se tromper de molécules. On voit dans l'étude Eurobac, qui est les bactériémies acquises à l'hôpital et hospitalisées en réanimation, que plus les malades ont des bactéries résistantes, responsables de leur bactériémie, et plus le délai entre les mocultures prélevées et l'antibiothérapie est long. Et vous voyez la proportion de malades qui reçoivent un antibiothérapie appropriée en fonction du délai
et vous voyez que ça monte très très vite. On est rarement avec les délais de moins de 3 heures pour le traitement efficace. Quand on a une extensively drug resistant ou des pan-drug resistant bacteria, vous êtes à moins de 30% de traitement efficace. Et quand vous avez des germes sensibles pour ces maladies associées aux soins ou acquises en réanimation, vous êtes à peine à 40% dans les 3 heures. Donc ces vœux pieux des guidelines sont loin d'être atteints. On dit ouais, on est super fort, on fait toujours ça vachement bien, et puis quand on discute entre nous, ça se passe très bien, mais dans la vraie vie, c'est pas si simple. Alors, il y a des maîtres mots quand même, en dehors du choc. Alors, je vous ai dit, il faut aller très très vite, il faut être très très fort, etc. Il y a quand même 2 études qui sont un petit peu intéressantes, qui vous disent que, bon, d'accord, il faut être agressif dans le traitement, mais peut-être faut connaître ce qu'on fait et pas faire absolument n'importe quoi. Et donc, si on fait n'importe quoi très vite, c'est probablement moins bien que réfléchir un peu et de faire correctement. Cette étude, c'est une étude avant-après. Elle a donc des biais, un certain nombre de biais. Dans une première période, ils ont fait un traitement super agressif où ils traitaient tous les malades. C'est des malades qui ont un sepsis acquis en réanimation, ce qui change un tout petit peu les choses. Ils ont traité tous les malades de façon très très agressive, avec un traitement empirique très très large, très très rapide. Et puis, dans une deuxième période, ils ont fait un petit peu plus calme, ils ont fait des prélèvements, ils ont attendu éventuellement les prélèvements s'ils pouvaient attendre, si le malade était trop grave, ils commençaient les antibiotiques, ils réfléchissaient en fonction de ce qu'ils avaient sur les connaissances des antibiotiques reçus avant de commencer le traitement, et puis ils ont regardé ces 2 périodes, qu'est-ce que ça donnait en termes d'efficacité. Alors, c'est une population de réa chirurgicale avec 50% de trauma, une mortalité globale qui n'est pas élevée. 5%, ce qui veut dire qu'ils connaissent pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de problèmes avec les maladies infectieuses, peut-être qu'ils manipulent moins les antibiotiques que d'autres. Il y en a 247 dans chaque bras qui ont eu une infection acquise. Il y avait des petits déséquilibres sur pneumonie, sur les germes résistants à gram négatif, sur Staph aureus métillaire, des petits déséquilibres entre les 2 périodes avant-après, mais pas grand-chose. Et ce que montre cette étude, c'est qu'en traitement agressif, on est très efficace en termes de délai, en moins qu'à 1 heure, mais c'est pas aussi bien qu'1 heure, mais on est en médiane à 6 heures. En durée d'antibiothérapie, on est 11 jours. Vous voyez, par rapport à un groupe conservateur, on est à 24 heures, on a réfléchi un peu, on s'est donné un petit peu de temps. Et ce qui est intéressant et ce qui est étonnant de montrer, elle est très provocative, cette étude, c'est que le traitement agressif augmente le risque de décès, avec un odds qui est de 2,5, et assez important. Et même si on prend les malades choqués, on a la même conclusion chez les malades choqués. Ce qui est aussi étonnant, c'est que la pression artérielle moyenne, finalement, elle est même plus basse dans le bras conservatif que dans le bras agressif dans cette étude. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il y a plein de biais à ce problème. Il y a eu probablement que finalement, si on attaque très fort, mais si on fait n'importe quoi, c'est moins bien que de réfléchir un peu et de se donner le temps de faire quelque chose de propre. C'est probablement comme ça qu'il faut conclure. Bon, bien entendu, c'est une étude avant-après. Probablement, l'aggressive treatment, quand on ne connaît pas, ça ne suffit pas. Il faut faire quelque chose d'un petit peu plus réfléchi. Et ça se voit bien, parce qu'il y a une learning curve, il y a une courbe d'apprentissage dans cette période agressive. Les gens apprennent progressivement ce qu'il faut faire, et font de moins en moins mal au fur et à mesure du temps. Donc le message, c'est trop vite, trop fort, c'est pas forcément associé à une amélioration de la survie. Deuxième message, un homme averti en vaut 2. C'est bien de connaître les guidelines, mais il faut savoir les appliquer. Et ça, je crois que c'est aussi assez important. Cette étude, elle est aussi très provocative. Elle était sur les AVAP, sur les pneumonies acquises à l'hôpital ou acquises sous ventilation mécanique. Et ils ont comparé les malades pour lesquels ils ont appliqué à la lettre les guidelines de l'American Thoracic Society versus des malades pour lesquels ils ont transgressé. Ils n'ont pas utilisé les guidelines. Ils ont diminué la couverture du Staph aureus métillaire ou ils n'ont pas utilisé une bithérapie dans un certain nombre de cas. Et ils s'aperçoivent, donc il y avait un traitement qui était actif dans les 2 groupes, pareil, 81% versus 85%. Et finalement, ce qui est intéressant et un peu provocatif, mais qui est important, je pense, c'est qu'on augmente le pronostic, on expose moins aux antibiotiques, on a moins d'effets indésirables si on transgresse les guidelines, à condition qu'on connaisse ces guidelines et qu'on sache pourquoi on les transgresse. Et je pense que ça, c'est majeur comme message. Et c'est un peu le message de cette étude. Bon, il y a eu des études, ils font un score de propension, ils ajustent là-dessus, je vous passe tout ça. Et quel que soit le groupe
le sous-groupe de malades qu'on prend, il y a ce résultat un petit peu surprenant, très provocatif, mais qui est quand même intéressant à garder en tête. Ça veut dire que d'accord, c'est bien les conférences de consensus, mais si vous ne les avez pas digérées, eh ben, vous n'arrivez pas à faire les choses correctement. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, il faut aller très très vite, aller proprement connaître les choses. Qu'est-ce qu'il faut pour être efficace? Il faut connaître l'épidémiologie globale, en fonction des foyers que vous connaissez, faire attention à ce qu'on appelle les pathologies associées aux soins, qui sont de plus en plus communes. Alors c'est un grand fourre-tout, hein, les facteurs de risque de pathologies associées aux soins, pour l'instant c'est très complexe. On a tout mélangé là-dedans. Il y a le dialysé chronique, avec le malade qui a reçu des antibiotiques, avec le malade qui a été hospitalisé avant mais qui n'a pas reçu l'antibiotique, avec le malade qui reçoit de la chimiothérapie à la maison, qui a des escarres. On mélange tout ça et on secoue très fort et on dit tout ça c'est de la pathologie associée aux soins. Très clairement c'est pas la même chose. Le dialysé chronique qui fait de l'infection à staphylocoque doré, alors que le malade qui est dans une maison de longue durée, qui est un vieux monsieur qui a des troubles de déglutition, il va faire des infections entérobactéries. Alors que le BPCO très sévère, qui a des cures d'antibiotiques tous les 3 jours, va faire une infection à Pseudomonas aeruginosa. Donc, vous devez avoir ces préconnaissances avant de décider des antibiothérapies, mais quand même, il y a des warnings à avoir là-dessus. Et bien entendu, il y a aussi les pathologies acquises à l'hôpital et les pathologies acquises en réanimation, où là, vous allez considérer la flore de votre hôpital ou la flore de votre réanimation pour choisir une antibiothérapie ou éventuellement les prélèvements que vous avez fait avant. Bien entendu, les guidelines, il faut les connaître. Il faut les connaître pour les appliquer la plupart du temps et pour savoir pourquoi vous ne les appliquez pas quand vous ne les appliquez pas. Je pense qu'un examen complémentaire pour essayer de documenter l'infection est absolument fondamental, dans tous les cas, et en particulier dans les infections acquises en réanimation et à l'hôpital, et dans tous les cas où vous suspectez des bactéries multirésistantes, parce que si vous n'avez pas fait de prélèvement avant de traiter, et que vous prélevez après que les prélèvements vous négatifs, vous ne savez pas quand vous allez arrêter les antibiotiques, mais c'est une autre histoire, c'est pas moi qui vais faire la désescalade. Et il faut avoir des connaissances sur le spectre, sur la diffusion dans les tissus et sur les événements indésirables associés aux antibiotiques qu'on utilise, et puis connaître un petit peu quelle est la flore en réa et la flore des patients, ça peut aussi vous aider. Et enfin, décider la bonne dose, la bonne route d'administration, et puis savoir si vous allez mettre une monothérapie, une bithérapie, dans quel cas, et pour ça. Alors, bon, on va pas tout faire d'un coup, c'est trop de choses à la fois. Il faut savoir que quel que soit le sepsis sévère, la pneumonie, c'est la principale cause de très loin. Ensuite, vous êtes plutôt intra-abdominal, plutôt pour ce qui est des acquis à l'hôpital, et puis plutôt urinaire, mais il faut avoir, pour en avoir un sepsis sévère sur urine, généralement on a des infections urinaires compliquées avec des obstacles, la plupart du temps, et c'est la troisième cause qui sort. Et bien entendu, les infections sur cathé, c'est des malades qui sont déjà traités pour quelque chose, et donc vous avez ces causes-là, qui vont être les principales, pour lesquelles vous allez travailler au quotidien pour savoir ce que vous mettez comme antibiotique. Il vous faut avoir un prélèvement par rapport à la cause que vous suspectez. Et moi, j'aime bien l'examen direct. Alors, le problème à l'heure actuelle, c'est que de plus en plus, c'est automatisé, la bactériologie, ce qui fait qu'il y a moins de personnel, ce qui fait que la nuit, vous n'avez pas toujours affaire à des vrais microbiologistes, mais des gens qui ont 2 mois de formation et qui sont plus capables de vous lire un examen direct. Et là, dans ce cas-là, effectivement, l'examen direct perd totalement de son intérêt. Et donc la discussion avec les microbiologistes, savoir qui l'a lu, s'il est sûr de lui ou pas, ça peut vous aider quand même à faire des décisions. Alors bien entendu, il y a toute la biologie moléculaire qui va nous aider, j'espère, dans l'avenir très vite. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un truc génial, hein, on envoie le prélèvement au laboratoire, il nous dit, bon, c'est ça, alors c'est tel germe, il a tel profil de résistance, je mets l'antibiotique que je veux, dans l'heure, c'est réglé, l'histoire est réglée. Bon, on n'en est pas encore là, mais bon, peut-être qu'on peut espérer que dans quelques temps, ils arriveront à faire du pari bien plus intéressant que ce qu'on a à l'heure actuelle. Il y a des pistes sur un certain nombre de gènes, hein, de la détection de gènes particuliers de résistance. De faire du pangénomique, c'est-à-dire de tout savoir d'un coup, c'est vraiment compliqué. Il y a des gens qui commencent à travailler là-dessus. Avec 3 heures de technique, on arrive à avoir un gros panel de bactéries, un gros panel de sensibilité aux antibiotiques. Il y a quelques papiers. Il y a un papier qui vient d'être accepté dans le Blue Journal là-dessus. Et il y a quelques papiers qui commencent à sortir, qui commencent à montrer que oui, c'est possible. Ça demande une énergie effroyable, quand même. Beaucoup d'argent, mais c'est peut-être possible d'avoir quelque chose. Et puis, dès que vous avez la culture qui pousse, vous pouvez désescalader peut-être plus vite si vous avez de la biologie moléculaire. Faites attention à l'examen direct. Si vous avez reçu des antibiotiques avant, un examen direct d'un coccigramme plus en diplo comme ça prend de moins en moins le gramme parce que la bactérie est morte et qu'elle n'a plus de métabolisme, donc elle devient gramme négatif. Et puis elle prend une forme de bacille et donc le germe se transforme très très rapidement après de l'amoxicilline. Donc vous pouvez vous faire piéger, donc raisonner avec le microbiologiste
en fonction de votre direct, mais aussi en fonction de ce qu'a reçu les antibiotiques qui ont été reçus avant. Hein, si c'est un espèce de cocobacille gramme variable et que vous pensez que c'est une pneumonie à pneumocoque, mais qui s'est pris 2 doses d'amoxicilline ou même 1 dose 2 heures avant, eh bien, il faut garder en tête que c'est possible. Alors, aux urgences, eh bien, il faut faire quand même attention à un certain nombre de choses. Et finalement, ce qui vous intéresse, bon, vous connaissez les cocktails de base sur l'antibiothérapie de base, qui vous couvrent beaucoup de germes communautaires, entre guillemets, assez sensibles aux antibiotiques. Et les questions, c'est quand c'est que je vais me poser la question d'un Pseudomonas aeruginosa, en particulier dans les pneumonies, quand c'est que je vais me poser la question d'un Staph aureus métier, en particulier acquis dans la communauté, quand c'est que je vais me poser la question d'entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3e génération, en particulier les BLSE, on peut aller plus loin, mais en France, on n'a pas trop de problèmes avec le reste. Et quand c'est que je vais me poser des questions de résistance en général, avec les pathologies associées aux soins, on a un peu abordé ça il y a quelques minutes. Je pense que le facteur principal sur le choix de l'antibiothérapie dans les infections associées aux soins, c'est l'antibiothérapie préalable. Si les malades n'ont pas reçu d'antibiotiques, probablement le risque est moindre. Le deuxième point important, si vous avez cette information, c'est l'histoire de la colonisation à germes résistants. Si ces malades ont des escarres, si les malades reçoivent des antibiotiques et qu'ils ont eu une BLSE dans l'année, plutôt pas un coli, mais plutôt un certain nombre d'autres BLSE, ben vous avez une médiane de temps de colonisation qui est proche de 6 mois. Donc vous restez colonisé très longtemps après la sortie de l'hôpital. Donc si vous avez cette information, ça peut vous servir beaucoup. Et ce que je vous disais sur l'hémodialyse, c'est important, c'est pas tout à fait les mêmes germes multirésistants chez les hémodialysés que chez d'autres types de malades. Autre chose importante, les voyages. Il faut savoir que dans la communauté, à l'heure actuelle, vous avez une proportion de portage de BLSE, qui est très très importante. Autant en Europe, encore ça dépend un peu des pays européens maintenant, hein, mais autant en Europe on restait assez raisonnable, autant aux États-Unis on était déjà élevé, et puis des gros warnings sur le Moyen-Orient, et de très très gros warnings sur tout le sud-est asiatique, où là vous avez des taux d'atteinte de BLSE. En 2011 ici, et vous voyez ça continue à monter à l'heure actuelle, des taux d'atteinte de portage de BLSE dans la communauté qui sont supérieurs à 70-80%. Donc le message, c'est le malade qui revient d'un pays d'endémie, entre guillemets, de germes très résistants. Là, on se pose un certain nombre de questions très vite, en particulier s'il a fréquenté les hôpitaux. Mais même dans la communauté, on sait que les touristes qui vont en Thaïlande, quand ils reviennent, ils sont porteurs de BLSE à plus d'un quart des cas, même s'ils sont parfaitement bien porteurs. Alors pour la pneumonie communautaire, le problème, ça va être quand c'est que je vais mettre des antibiotiques de type autre que les recommandations habituelles, une céphalosporine de 3e génération et un macrolide par exemple. Et le problème se pose assez nettement, et je pense qu'il faut garder un certain nombre de règles de base. Le coli BLSE ou les entérobactéries, c'est assez rare dans les pneumonies communautaires, hein, quand même. Le problème pour nous, c'est la Pseudomonas aeruginosa. Et Pseudomonas aeruginosa, c'est pas n'importe qui fait ça. Hein. C'est le malade qui a plusieurs courses d'antibiotiques avant. Et c'est le malade qui a une BPCO sévère ou des bronchectasies. Et bien sûr, les deux à la fois, c'est très important. C'est chez ceux-là que vous devez vous poser la question de mettre une bêta-lactamine anti-Pseudomonas. Chez les autres, honnêtement, on ne perd pas grand-chose. Je vais vous montrer quelques données là-dessus. Et quand on compare les pneumonies communautaires avec les pneumonies associées aux soins, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de pneumocoques. Il y a beaucoup plus de MRSA quand on a de Staph aureus résistant à la méticilline pour les pneumonies associées aux soins. Beaucoup plus de Pseudomonas aeruginosa. Mais finalement, que les entérobactéries, vous voyez, c'est pas grand-chose. Il y en a certes un peu plus, mais on reste dans des tout petits chiffres. Et par contre, la pneumonie associée aux soins par rapport aux communautaires, là, il y a plus d'antibiothérapie inappropriée, et ça, c'est assez clair. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Dans la base de données Outcome Rea, on a repris 956 malades avec une pneumonie communautaire, on a exclu les immunodéprimés, et on a exclu les BPCO. Sur ces 956 malades, regardez la quantité de germes résistants ou potentiellement résistants. Vous êtes à 16 sur 956 qui sont résistants aux antibiotiques et 28 sur 956 qui ont un PIO mais qui est ICAR sensible, donc inférieur à 2%. Et regardez ce qu'ont fait les réanimateurs. 100 fois, ils ont mis un antibiotique à large spectre. C'est ça sur lequel on peut gagner un petit peu sur l'antibiothérapie initiale. C'est là où on peut gagner un tout petit peu sur la consommation d'antibiotiques et le mésusage des antibiotiques. Et je pense que probablement on doit pouvoir limiter un certain nombre d'antibiothérapies très larges en connaissant mieux cette pathologie associée aux soins. Autre chose importante, il faut connaître l'écosystème de son hôpital et l'écosystème de ce qu'on reçoit dans son hôpital. Ici, les chiffres que donne Laurence Armand-Lefebvre, merci beaucoup de son effort, pour essayer de suivre un petit peu ce qui se passe. Ici, les colis
communautaires et nosocomiaux qu'on reçoit à l'hôpital Bichat. Et vous voyez qu'on a des chiffres, certes c'est inquiétant, on voit une augmentation des taux de résistance aux céfotaxines dans la communauté, vous êtes à 7,4%, hein, des souches, toutes souches confondues, en enlevant les doublons bien entendu, et vous voyez, mais vous n'êtes pas non plus à 30%, et vous êtes à 12% pour les nosocomiaux. Et puis vous voyez que l'eau flow, ça pose un problème, hein. Il y a des résistances au fluoroquinolone qui sont de plus en plus importantes. Et vous voyez qu'avec l'amoxicilline, un colibacille, ça pose de sérieux problèmes, mais on le savait déjà en 2003, ça n'a pas tellement changé. Ce qu'on voit aussi, c'est l'augmentation des germes résistants. Et qu'est-ce qu'on voit en France? C'est bon, là, ça c'est l'hôpital Bichat, mais c'est à peu près le reflet, je pense, de ce qu'on voit en France à l'heure actuelle. C'est une baisse très très importante du staphylocoque résistant à la méticilline, des quantités à peu près stables de pseudomonas résistant à la ticarcilline et d'entérobactéries avec des céphalosporinases déréprimées ou de pseudomonas sicaraires, et une augmentation de la BLSE qui atteint un taux qui n'est pas négligeable puisque c'est 1,26% et demi. Et cette année, en Réa, on est à 22% et demi avec une BLSE, tout confondu, ce qui commence à faire des taux très, très, très inquiétants quand même. Ça, c'est un. Il faut que vous connaissiez tout ça, parce que sinon vous n'arriveriez pas à vous en sortir. La deuxième chose, c'est pas parce que vous avez un antibiotique actif que vous êtes actif chez le malade que vous avez utilisé. Et il faut connaître un certain nombre de bases de pharmacocinétique et de pharmacodynamie. Vous avez un problème de susceptibilité. Il faut savoir que la sensibilité, vous avez des souches sensibles avec 0,1 versus des souches sensibles avec j'ai encore un peu de temps quand même, ouais, avec pas tant que ça. Bon. Mais vous voyez que si vous êtes à 2 mg par ml en CMI, par rapport à 0,1, vous êtes à 50 fois la CMI dans un cas et 2,5 dans l'autre. Donc le problème, c'est vraiment le germe qui a une moindre sensibilité. Donc il ne faut pas hésiter à demander des E-tests pour les germes qui sont modérément sensibles pour avoir une CMI. La sensibilité, ça ne suffit pas à savoir ce que vous faites. Et vous avez un problème de concentration, très schématiquement pour tous les antibiotiques à temps dépendant. Vous avez des problèmes de concentration basse sur l'hyperfiltration glomérulaire, qui est très fréquente chez les malades qui n'ont pas de défaillance d'organes avant et qui arrivent avec un sepsis sévère, qui ont des clairances de la créatinine qui sont supérieures à 100, supérieures à 150, et là vous n'avez pas des taux suffisants. Quand ils ont un gros état de choc, ils ont une augmentation du volume de distribution, ils ont des taux circulants qui ne sont pas très bons, et ça diffuse moins bien dans les tissus. Et là, on est très mal. L'accès difficile au site affecté, c'est un gros problème. Il faut s'évertuer à enlever la source de l'infection et peut-être augmenter aussi les doses. Et l'index thérapeutique faible, c'est le cas pour les bactéries multirésistantes et Pseudomonas aeruginosa. Je vais passer rapidement pour vous dire que certains antibiotiques sont temps dépendants. C'est en particulier le cas des bêta-lactamines. Et là, vous voulez un temps au-dessus de la CMI à 100%, voire un peu plus, soit 4 fois au-dessus de la CMI à 100%. Et puis des antibiotiques concentration dépendante, le chef de file c'est l'aminoside, et vous voulez une Cmax sur CMI, un rapport pic sur CMI, supérieur à 10, et ça c'est tout à fait important de se rappeler ces deux messages. Et quand on voit ce qui se passe dans la vraie vie en réanimation, eh ben on s'aperçoit que ces taux sont atteints dans très très rares cas. Vous voyez que 100% au-dessus du breakpoint des germes isolés en réanimation dans une étude internationale, c'est atteint dans 10-20% des cas pour la plupart des molécules. Et donc, il y a un vrai problème pour atteindre ces taux. Il faut donc, pour ça, mettre des fortes doses initiales, une dose de charge, même si les malades sont en insuffisance rénale aiguë. C'est pas là que vous avez un souci. L'insuffisance rénale aiguë va vous poser plus tard un problème pour la désescalade éventuellement. Éventuellement, pour les time dépendantes, utiliser des antibiotiques en perfusion continue ou au moins en perfusion prolongée, sur 4 heures. Mais si vous faites une perfusion sur 4 heures, attention, si vous mettez 4 grammes de piperacilline sur 4 heures, vous n'aurez pas des taux circulants très élevés au départ. Donc faites d'abord une dose de charge. 4 grammes en 30 minutes, puis 4 grammes en 4 heures, et ensuite on continue. Et là, vous allez arriver à faire quelque chose de correct. Il faut bien sûr que l'antibiotique soit stable, donc pas faire n'importe quoi, et une dose de charge, c'est absolument fondamental. Mesurer les taux, c'est quand même important. Pour la toxicité, le pic, c'est important pour les aminosides, pour les antibiotiques concentration dépendante. Et si vous avez à dialyser un malade qui a besoin d'antibiotiques de concentration dépendante, contrairement à ce qu'on apprenait quand on était jeune, vous le dialysez, vous mettez pas l'aminoside après la dialyse, mais vous mettez l'aminoside avant la dialyse et vous l'épurez 1 heure ou 2 heures après. Pendant que vous montez les tuyaux, vous avez l'aminoside qui circule et puis ensuite vous aurez une épuration de la drogue. Très vite sur la combinaison. L'intérêt de la combinaison, c'est que ça augmente le spectre, je vais passer tout le reste. Ça améliore peut-être la bactéricidie, en particulier pour les souches les plus résistantes, mais pour le reste, ça n'a pas d'intérêt.
Et pour ce qui est du potentiel intérêt sur la résistance, la combinaison n'a pas d'impact sur la résistance bactérienne. Ça diminue peut-être la résistance bactérienne sur le foyer infectieux, mais ça augmente la résistance bactérienne sur le microbiote intestinal. Donc si on peut, il faut se passer d'une bithérapie, sauf si vous êtes obligé d'élargir votre spectre parce que vous avez un doute. Je passe tout ça parce que j'ai pas le temps d'en parler, c'est dommage. Et j'arrive à ma diapo de conclusion. Bien entendu, la suite, ce qui est important, une fois que vous avez traité le malade, c'est de vous calmer très vite. Le lendemain, ça va mieux. Mettez les patins sur tout ce que vous avez fait avant. Vous avez tapé très très fort. Et surtout, et c'est ce qu'on oublie de faire souvent, rediscuter avec l'interne qui est en train de recopier la prescription, de rediminuer les doses et de retomber et de désescalader. Je vous remercie.